On dit qu'un vieux biker ne meurt jamais, qu'il rebondit. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il allait falloir passer la seconde. Léa se rend à l'hôpital voir son oncle brûlé dans l'incendie de son bar à vinyle. Il est convalescent. Dec est allongé dans son lit. Des bandages de partout, sauf sur le visage. Tenu en laisse, avec 2 perfusions de Ringer lactate qui plongent dans ses bras pour le réhydrater. « Salut tonton, comment vas-tu » Comme un vieux biker qui aurait pris les Santiago d'un Texas Ranger dans la gueule. Bah, ça doit être les médocs. Et toi, ma chérie, comment vas-tu? Je viens du commissariat. Le lieutenant m'a dit qu'ils ne vont pas s'occuper de l'affaire. Je m'en doutais. C'est pas là-bas que tu rencontreras Elliot Ness. Mon Elliot, il s'appelle Eddie. Et dis donc. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu viens de me dire et dis donc? Et dis donc quoi? Ah, d'accord. Eddie. J'ai dit que le lieutenant s'appelle Eddie. Donc, c'est son nom de famille. Bah alors, si je m'attendais à ça, quel drôle de nom. Enfin, faut de tout pour faire un monde. Eh bien donc, Léa en grimaçant. Quoi donc? Allons, ne fais pas la grimace, Léa, je rigole. Je veux dire, c'est donc Eddie, ton Elliot Ness. Peut-être, tonton, peut-être. Tiens, Léa, garde la broche. J'ai tout de suite vu que cet objet était des plus importants. Regarde si tu peux trouver des renseignements dessus. Prends aussi les clés de ma moto. Bichonne-la comme si c'était le cheval d'Adam. Et planque-toi chez moi, loin de cette cité, dans la maison familiale. Tu y seras plus en sécurité. Oh, merci, tonton. Je prendrai bien soin de ta moto. Mais maintenant, il faut que je file. J'ai un rendez-vous avec Edidon. Avec quoi? Ah, tonton! Eddie a en effet donné rendez-vous à Léa dans un snack-bar pour parler de l'affaire. Mais le 6e sens féminin chuchote à l'oreille de Léa que le lieutenant a une raison plus personnelle pour approcher Léa. En tout cas, il cherche à coincer Tony Truant. Et ça arrange bien les affaires de la détective archiviste. L'ambiance du snack est des plus sommaires. Léon Blafard, fond sonore de radio vieille école distillant un vieux blues New Orleans, quelques clients fatigués, une serveuse blasée. Léa et Eddie sont à une table en formica, 2 mugs de café fumant entre eux. Eddie tourne nerveusement sa cuillère dans la tasse. « Je te l'ai dit, Léa, officiellement c'est fini, l'enquête est classée. Court-circuit accidentel, paraît-il. » Il lève les yeux vers elle. « Mais ça pue le montage, et je supporte pas qu'on me prenne pour un bleu. » Léa moqueuse mais concernée. « T'as bien fait de quitter la cantine pour venir boire un café avec une archiviste suspecte. » Puis après une courte pause. « Tu penses que Tony est derrière l'incendie ?» Eddie hésite mais acquiesce. « Ou un de ses sbires. Depuis que Guy a fait foirer ce casse, il veut récupérer quelque chose. Et je parie que ce quelque chose, c'est ce que ton oncle a planqué. » Léa pose, presque malgré elle, une main sur sa poche pour se rassurer sur la présence de la broche. « Il va falloir que je découvre ce que c'est avant que lui ne le fasse. » Eddie. « Tu veux mon avis ?
T'as l'air d'attirer les ennuis comme les papillons sur une ampoule grillée. Léa sourit. Peut-être, mais j'ai aussi appris à leur voler dans les plumes. Une petite tension est palpable dans le regard qu'ils s'adressent mutuellement. Le moment semble suspendu. Eddie, d'un ton presque maladroit, « Sois prudente, Léa. Ce Tony n'est pas juste un voyou, c'est un type qui sait où frapper. » Léa, d'un ton calme mais ferme, « Moi aussi. » Suivant les recommandations de son oncle, Léa emménage dans la maison familiale, une belle maison de style victorien, située dans la banlieue lointaine de la ville. Elle n'a pas le temps de glander, car elle a un concert à donner. Aussi s'affaire-t-elle à la répétition de son set. Le concert est un succès. L'ambiance est électro-acoustique pop-rock. Le concert terminé, Léa se rend en backstage pour un repos bien mérité. Légère sueur et sourire satisfait. Elle pose sa guitare, prend une bouteille d'eau et soudain, elle se fige. Tony est là, adossé au mur, lunettes noires, sourire en coin. « Belle voix, gamine, mais t'as raté ta vocation, t'aurais fait une excellente voleuse. » Léa se retourne lentement. « Je te conseille de sortir par la porte avant que je ne t'y pousse moi-même. T'as mis la main sur quelque chose qui m'appartient, et je suis du genre possessif. Où est la broche ?» Léa d'une voix glacée. « Peut-être qu'elle a décidé de changer de propriétaire ?» Tony s'approche. Léa ne bouge pas, montrant qu'il ne lui fait pas peur. Tony est agacé. « Mauvaise attitude, poupée !» Il tente de l'attraper par le bras, mais une voix retentit. C'est la voix de Eddie qui résonne dans le couloir. « Lâche-la, Tony !» Eddie est là, droit comme un i, accompagné d'un collègue arme de service en main. Tony rit doucement. « Tiens, l'Irlandais, je me demandais quand tu sortirais du placard à balai. » Eddie d'un ton ferme. « Tu n'as rien à faire ici, c'est la soirée de Léa. Et tu n'es pas le bienvenu. » Tony n'est pas en mesure de dominer la situation. Aussi, il la joue crâneur. Gardant son sourire provocateur, il ajuste sa veste. « Un flingue dans une main, une obsession dans l'autre. Fais gaffe, fiston, les deux peuvent te péter à la gueule. » Léa, les yeux plantés dans ceux de son agresseur, riposte. « On t'a pas appris à disparaître quand t'as plus rien à dire ?» Tony continue de sourire tout en reculant vers la sortie. « Oh, mais je reviendrai avec le bon tempo et le bon couteau. » Il s'en va, laissant un froid glacial derrière lui. Le lendemain, dans son bureau de la bibliothèque, Léa cherche des éléments qui pourraient l'informer sur la broche. Bredouille, elle conclut en une évidence. C'est au sous-sol que se trouvent les vieilleries. S'il y a quelque chose à découvrir, c'est là-bas, en bas. Les sous-sols sont le trésor de la bibliothèque. Un dédale d'étagères dont les rayons regorgent de livres anciens forment un labyrinthe. Les paroles que son père répétait souvent à propos de l'histoire lui reviennent en mémoire. C'est un labyrinthe dans lequel il faut aimer s'y perdre. Léa se fie donc à son instinct et sait tout naturellement qu'elle chemine dans les allées de cette zone obscure
qu'elle est la seule autorisée à parcourir. Le silence est total et la lumière insuffisante, malgré quelques écoutilles dispersées çà et là entre les voûtes. Une lanterne lui sert d'éclairage, plus quelques bougies en appoint si besoin. Les étagères exposent une multitude de volumes oubliés, en latin, en syriaque, en akkadien, innombrables. Léa se surprend à chuchoter. C'est là que je me sens chez moi, parmi les pages mortes et les secrets qui respirent encore. Elle teste différents ouvrages, ô combien intéressants, mais aucun n'est dans le sujet de sa quête. Jusqu'à ce qu'une sorte de feu follet vienne virevolter devant elle. Un insecte qui réfléchit la lumière de la lanterne s'agite devant elle. C'est une luciole. Il semblerait qu'elle lui indique le chemin à suivre. C'est donc, confiante, qu'elle suit le petit éclaireur. Quelques allées plus loin, la luciole finit par s'engouffrer dans un rayon du bas et disparaît entre deux livres. « C'est donc là que tu te trouves, » se dit-elle en pensant à ce qu'elle cherche. Elle se baisse, retire un livre. C'est le bon. Léa s'installe à même le sol pour le consulter. Elle allume quelques bougies pour plus d'aisance à la lecture. L'objet plein de promesses se présente comme un vieux grimoire poussiéreux relié de cuir, sans âge. Si vieux que les pages pourraient tomber en poussière au moindre souffle. Sous la couverture, une inscription attire son regard. 3 lettres qui semblent écrire son propre nom. Puis, dans le détail des plis tannés, une image petit à petit se précise. Léa joue des perspectives rases pour tenter de distinguer la représentation. Au bout d'un moment, son œil a entièrement assimilé le visuel. Il semblerait que l'image soit une représentation de la fameuse broche qu'elle a en possession et dont elle est à présent la gardienne. De surcroît, une nouvelle inscription se dévoile sous l'image, comme un sous-titre en perdition tentant de résister à l'usure du temps. Il s'agit d'une écriture runique qui semble renvoyer à une proto-langue indo-européenne ou élamite, ou bien serait-ce de l'anatolien oublié? Soudain, un courant d'air fait frissonner la lectrice. Une ombre passe entre 2 étagères, rapide, silencieuse. Léa se fige. La lumière vacille. Elle voudrait se lever, mais une voix interne lui dit qu'elle romprait le charme. Aussi s'abandonne-t-elle à cette sensation curieuse, mais certainement pas angoissante. Un chuchotement à peine audible résonne. « Ne crois pas ce que tu vois !» Elle tend la tête, comme pour chercher l'écho de cette hallucination auditive. Rien. Sinon, une odeur familière qui la rassure, mais qu'elle a du mal à identifier. Elle lève les yeux et voilà qu'une silhouette floue, haute, enveloppée dans un halo lumineux, se tient au fond de la salle, puis disparaît dans l'obscurité. Léa murmure. « Alors, Madame Vignal, vous ne blaguiez pas ?» La pensée illuminée par cette apparition, Léa se saisit de sa broche et l'approche de la couverture. Bingo! Voilà que les runes deviennent plus nettes et, comble de sa joie, elle est capable de les lire. C'est le titre de l'ouvrage qui se dévoile. Codex pour gardien du savoir caché. Elle est à présent capable de lire l'ouvrage. Le livre est une composition de textes syro-anatoliens écrits en vieille Ati, une langue pré-indo-européenne, indéchiffrable. Mais dès que Léa approche la broche du texte, celui-ci se met en surbrillance et la traduction vient d'elle-même, bien que le sens de cette traduction reste mystérieux. 2 phrases s'impriment malgré elle dans sa mémoire. La première mentionne que la perle d'influence mentale absolue ouvrira les champs ésotériques aux intelligences d'artifice et permettra à la compagnie des gardiens du savoir caché de conclure leur connaissance. Et la deuxième, tout aussi mystérieuse,
semble néanmoins être un conseil donné à la lectrice. Quand les mots mentent, cherche le silence. Quand les coffres résistent, trouve le livre. Quand les visages t'obsèdent, ferme les yeux. Tu tiens la clé, tu n'as plus le choix.